Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pilot Reviews, une émission un petit peu light du fait que c'est l'été et donc on n'a pas énormément de nouveautés. Nous allons donc revenir sur l'ensemble des nouveaux pilotes sortis ce mois de juillet. Les jolies colonies de vacances, c'est Dead of Summer sur Freeform. Nous sommes à la fin des années 80. Amy est une jeune lycéenne en terminale qui a du mal à s'intégrer. Elle va devenir monitrice dans un camp de vacances de Stillwater qui vient de réouvrir après une fermeture de 5 ans. Seulement, des faits inquiétants surviennent sur les lieux alors que les monos préparent l'arrivée des gamins. Le corps d'un cerf, dont le cœur a été arraché, est retrouvé dans les bois. Puis, c'est l'homme à tout faire qui est retrouvé mort dans le lac. Mais bon, c'est pas grave, on continue à s'amuser en attendant que le camp ouvre le lendemain. Les séries d'horreur s'enchaînent et se ressemblent depuis le lancement de Scream sur MTV l'an dernier. Dead of Summer a été créé par l'équipe de Once Upon a Time, ce qui explique peut-être ce que je viens de regarder. Un putain de catalogue de tout ce qui peut se faire en film d'horreur, en vrac. C'est surtout toutes les 5 minutes, on a la carte où se dessine la tête de la bête avec un bon gros pentacle, les fantômes qui n'apparaissent qu'à la caméra, la petite fille au ballon, les morts que seule l'héroïne peut voir, un drame survenu dans sa vie quelques mois plus tôt, sans parler de la scène d'intro, et puis sans deck, Stillwater, le camp de Stillwater, vendredi 13, genre on vous voit pas venir, et je vous parle même pas de la galerie de personnages clichés au possible, le beau gosse, la bombasse, mais qui était moche quand elle était petite, le nerd vissé à sa caméra qui fait des références à des vieux films d'horreur, les mots, l'héroïne mal dans sa peau, et j'en passe. Après, la réalisation est bonne en soi, et c'est bien interprété, mais autant de clichés enchaînés, c'est plus que la somme. Possession, fantôme et fin 19e, c'est The Living and the Dead, sur BBC One. Nathan Appleby est un pionnier londonien de la psychologie. Avec sa femme Charlotte, photographe, il décide de revenir à la ferme familiale et d'y rester après le décès de la mère de Nathan, afin de reprendre l'exploitation. Mais leur retraite ne sera pas si paisible à cause de Harriet, une adolescente locale qui commence à parler comme possédée ou atteinte de multiples personnalités avec différentes voix. Bon, encore une série d'horreur, mais cette mini-série en 6 épisodes se détache un petit peu de la production actuelle par son décor et son ambiance victorienne. On prend son temps tout en étant pris dans une atmosphère lourde et pesante. À la sorcellerie présente tout au long de l'épisode va s'opposer la psychanalyse utilisée pour exorciser Harriet du fantôme de Abel North. Pas mal de références à des films comme Carrie, l'exorciste ou encore à la nouvelle de Henry James, Le Tour d'écrou, sans pour autant que ce soit trop appuyé et ne nuise au visionnage. Si l'histoire de Harriet semble bouclée à la fin de l'épisode, la fin semble promettre une suite intéressante. Lâchez donc vos séries horrifiques du moment pour aller voir cette petite nouvelle qui semble prometteuse. Un espèce de Twin Peaks australien, c'est The Catering Incident sur Showcase. Anna Macy est une jeune médecin résidant à Londres. Elle est en proie à de nombreuses absences au cours desquelles elle va avoir des flashs de son passé. Suite à l'une de ces absences, elle se réveille dans sa Tasmanie natale, avec sur elle son passeport et un billet d'avion. Ce retour non désiré au pays ne va pas se faire dans la joie. Les locaux ne lui ont toujours pas pardonné la disparition d'une jeune fille dont elle avait la garde des années plus tôt, et la disparition de Chloé quelques jours après son arrivée ne va pas arranger les choses. La série avait été présentée en avant-première au festival Sérimania en avril dernier, et les critiques sont unanimes. C'est beau. La Tasmanie est filmée comme jamais. Les plans de la forêt ou des falaises sont magnifiques et inquiétants. C'est beau. C'est très lent. Vide, scénaristiquement et narrativement, mais c'est beau. Mais c'est un vide maîtrisé, faisant écho aux absences de Anna, interprétée par Elizabeth Debicki, que l'on a plaisir à retrouver ici après son Night Manager. Et le vide fait également écho aux personnes disparues. Et de par ce vide, l'ambiance est très pesante. On a également droit à une espèce d'intrigue secondaire avec la bataille entre pro et anti-écolo qui n'apporte rien à l'histoire si ce n'est quelques tensions supplémentaires et à une pointe de surnaturel avec l'omniprésence de mythes et de mystérieuses lumières dans la forêt. La série mérite d'être vue, ne serait-ce que pour son travail au niveau de la réalisation, mais peu de chances que l'on dépasse le premier épisode double tellement on s'y ennuie. La révolution sexuelle des années 80 sous forme de réunion Tupperware, c'est Brief Encounters sur ITV. Stephanie Kirk est dans une impasse. Son mari vient de se faire limoger, son travail de femme de ménage ne suffit pas à entretenir le foyer. Une de ses amies va lui suggérer de devenir vendeuse Anne Summer pour arrondir ses fins de mois, c'est-à-dire vendeuse de lingerie et sextoy à domicile. Librement inspirée des mémoires de Jacqueline Gold, cette mini-série en 6 épisodes ne fait pas dans le graveleux pour présenter le tournant de la vie de ces femmes de tout âge. On n'est pas très sûr de l'époque jusqu'à cette phrase. Nous sommes en 1982 et nous sommes des femmes au crépuscule de notre éveil sexuel. Et cela explique beaucoup de choses, notamment la gêne de quasi tous les protagonistes face aux produits vendus. L'histoire met un petit peu de temps à se mettre en place et débute réellement à partir de la première réunion lorsque l'hôte, Pauline Spake, une femme au foyer bourgeoise d'un certain âge, va se dresser contre l'une de ses invitées et prendre la défense de Stéphanie. On est en plein dans les années Thatcher et pas très loin des années SIDA et la série nous offre un regard plein de tendresse sur ces femmes qui vont s'épanouir. Ça y est, on a enfin LA série de l'été. Un vrai bon polar avec The Night Of sur HBO. Nashir Khan est un étudiant modèle vivant loin de tout excès, dévouant sa vie à ses études. Un jour, des amis à lui, un peu plus dans le coup, vont lui proposer de se joindre à eux pour une soirée.
Voyant une chance de se sociabiliser, il veut à tout prix les rejoindre et va pour cela emprunter le taxi de son père. Seulement, il n'arrive pas à éteindre l'enseigne du taxi et va se retrouver à prendre une fille pour une course, sympathiser et coucher avec elle. À son réveil, il va trouver le corps de son cou d'un soir lacéré de coups de couteau. Dans la panique, il va quitter l'appartement de la défunte, emportant avec lui l'arme du crime et se fera arrêter pour conduite en état d'ivresse. La série adaptation américaine de Criminal Justice de Peter Moffat avec pas moins que Steven Zayan, la liste de Schindler, au scénario. Et comme HBO a envoyé les 7 premiers épisodes sur 8 aux journalistes américains, on se fait joyeusement spoiler dans les reviews, chose que je vais donc éviter de faire ici. On a droit à un pilote un petit peu long, 1h20, mais bourré de petits détails qui vont avoir leur importance dans la suite de l'histoire. Rien n'est laissé au hasard. On voit déjà venir tous les indices et témoignages possibles qui vont venir accabler un Nasir qui clame son innocence. Et on veut le croire innocent. Le dialogue, le scénario, la réalisation, tout est ciselé de main de maître et on ne peut lâcher notre écran. Au vu de ce que j'ai pu lire, la série continue sur une même qualité que notre épisode pilote et la suite est prometteuse. À mon avis, un incontournable de cet été. Avec le début le mois prochain des Jeux Olympiques, il n'est pas étonnant de voir le sport mis en avant. Du documentaire essentiellement, mais également des séries comme Barracuda sur ABC Australia. Melbourne, 1996. Danny Kelly arrive dans une université privée grâce à des bourses sportives. Sa spécialité est natation. La série nous propose de suivre son ascension jusqu'aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 où il va nager pour l'or. Sa rivalité avec les autres membres de l'équipe, son obsession pour être le meilleur, le tout sur le regard bienveillant de Frank Torma, son entraîneur. Adapté du roman éponyme de Chris Tsiolkas, la série se focalise sur Danny et sa famille. Le drame n'est pour le moment pas dans la piscine mais à la maison où on voit que ses proches ont tout abandonné pour qu'il puisse suivre sa passion, chose dont il ne se rend pas compte tellement il est obnubilé par son désir d'être le meilleur. Son intégration dans l'équipe universitaire ne sera pas dans la joie puisque ses camarades ne voient pas d'un très bon œil l'arrivée de ce prolétaire dans cette école plutôt huppée. L'histoire est sympathique, la réalisation plutôt classique, pas une grande série mais un bon moment pour se vider la tête sur fond de JO. L'hommage de Netflix au cinéma des années 80, c'est Stranger Things. Après une partie mouvementée de Donjons et Dragons, le jeune Will va apercevoir une créature étrange le long de la route. Abandonnant son vélo, il court se réfugier chez lui, s'enfermant dans le garage avec un fusil et va mystérieusement disparaître. Cette disparition correspond avec l'apparition de Eleven, une jeune fille au numéro tatoué sur l'avant-bras dotée de pouvoirs télékinésistes. Je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à ce pilote. La réalisation est bonne, l'atmosphère des films des productions Amblin de Steven Spielberg est bien rendue, mais la mise en place me semble un peu confuse. On enchaîne les références jusque dans le casting avec une Winona Ryder hystérique après la disparition de son fils et une bande son qui sent bon une nostalgie, sans que cela nuise vraiment à l'histoire si on passe à côté de l'hommage. On est clairement dans les Goonies, avec nos 3 camarades de Will qui vont se lancer à sa recherche et tomber sur Eleven qui vient de s'échapper d'une espèce d'agence gouvernementale. Ou Alien, on sait pas trop bien en cette fin d'épisode. Si vous êtes fan de E.T., de Dante, ça ou encore Stand By Me, vous allez très certainement y trouver votre compte. Sinon, je crains que vous ne risquiez de vous lasser. À voir comment l'histoire va évoluer dans cette mini-série en 8 épisodes. À peine les vacances commencées que l'on nous parle déjà de la rentrée. Vice Principals sur HBO. Sa femme étant atteinte d'un cancer, le principal du lycée de North Jackson décide de démissionner afin de pouvoir s'occuper d'elle. L'autoritaire Neil Gamby et le sociable Lee Russell vont commencer une lutte acharnée pour obtenir le poste vacant. L'un sympathisant avec les enseignants, l'autre prenant plus le parti des employés de l'ombre. Entretien, cuisine, etc. Seulement, ce ne sont pas les plans de l'académie qui va nommer une personne externe au lycée pour le poste en convoité. Neil et Lee ne vont avoir d'autre choix que de s'allier pour faire chuter la nouvelle venue. La série a à peine débuté que HBO a déjà scellé son sort. Nous aurons droit à 2 saisons de 9 épisodes, pas plus. Du coup, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose quant à la suite du show. La série est portée par Jodie Hill et Danny McBride qui avaient déjà travaillé ensemble sur Eastbound and Down sur HBO. Mais la répartition des rôles est plutôt inégale. On suit Neil Gamby et sa soif de pouvoir délaissant son rival Lee. L'humour est souvent ras des pâquerettes. Ça se fait des doigts, ça vomit, ça fait des coups en douce. On reste pour le moment dans de la gaminerie. Mais bon, on va attendre de voir ce que ça donne une fois que nos 2 ennemis vont rassembler leurs forces. On appréciera toutefois l'apparition de Bill Murray en principal démissionnaire. Terrorisme à l'époque victorienne, c'est ce que nous propose The Secret Agent, adaptation du livre de Joseph Conrad sur la BBC One. Adolphe Verloc est un agent double à l'ancienne qui a infiltré un groupe anarchiste, distribue des pamphlets tels le futur du prolétariat et transmet des informations. Seulement, son poste risque de sauter, à moins qu'il ne pose une bombe à l'Observatoire Royal de Greenwich. Seulement pour lui, la révolution ne peut pas se faire en tuant des innocents. Que faire, sachant que, s'il ne s'exécute pas, c'est sa vie qui sera mise en jeu. Le roman, publié en 1907 et se situant en 1887, semble un peu plus contemporain au regard des événements derniers. Certainement une des raisons de son adaptation. On va suivre Verloc et ses problèmes moraux dans un Londres victorien très bien rendu. On va s'attarder parallèlement sur la famille de notre agent double, en particulier sur son beau-fils Stevie, autiste, qui va avoir un regard innocent sur les événements. Pas mal de libertés ont été prises par rapport au roman, notamment la scène d'ouverture avec des feux d'artifice et la nuit de Guy Fawkes, faisant écho à la future bombe, et qui permet de nous introduire les proches de Verloc.
certainement pour diluer un peu l'histoire et lui permettre de rentrer dans un format mini-série en 3 épisodes. Winnie, sa femme, est encore peu mise en avant alors que c'est l'un des personnages centraux du roman. Bonne réalisation malgré quelques longueurs, étonnamment ancrée dans notre actualité, mais bon, le terrorisme, c'est pas nouveau. À voir. Vous voulez des Bridget Jones en plus cyniques, il y a Fleabag pour vous sur la BBC 3. À l'origine, Fleabag est une pièce de théâtre écrite et interprétée par Phoebe Waller-Bridge. On y suit une trentenaire cassée, sarcastique, qui n'a pas eu de chance avec les hommes, porn addict qui n'hésite pas à se masturber devant un discours de Barack Obama alors que son coup d'un soir dort encore à côté d'elle. On se laisse porter dans ses pérégrinations sentimentales de scène en scène jusqu'au craquage en fin d'épisode. J'ai l'horrible sentiment d'être une femme perverse, égoïste, pathétique, cynique, dépravée, fauchée qui ne peut même pas se qualifier de féministe. Pas mal de guests interviennent pour prêter main forte à Phoebe Waller-Bridge dans ce premier épisode, dont Olivia Colman en ville belle-mère artiste. La mise en scène est un peu hésitante, beaucoup d'apartés face cam avec le spectateur au début d'épisode qui vont finir par disparaître au fur et à mesure que l'on va progresser dans le récit. Mais cette série mérite d'être regardée pour son humour et son personnage central attachant. Une nouvelle princesse arrive sur Disney Channel, Helena of Avalor. Il y a des années, une bataille fit rage à Avalor entre Helena et les méchantes reines qui voulaient s'emparer du trône. La famille royale fut enfermée dans un tableau tandis que Helena se retrouva captive d'une amulette magique. 40 ans plus tard, elle arrive enfin à se délivrer et renverser la méchante sorcière. C'est à son tour de régner. Helena of Avalor est un spin-off de la série Princesse Sophia sortie en 2012. Quand on ne connaît pas la série originelle, comme c'est mon cas, on se demande de sortir toutes ces informations que je viens de vous résumer qui auraient mérité un épisode spécial pour bien recontextualiser la série plutôt qu'une courte intro. Car la série se déroule après les faits exposés précédemment. Enfin bref, c'est une princesse Disney on ne peut plus classique, ça chante, il y a des mots magiques et elle communique avec l'esprit de la forêt. On a droit à une belle morale à la fin, tout ça. Sa seule originalité est d'être la première princesse Disney latino. Bon, à part ça, ça reste divertissant, pas très original, mais ça se laisse regarder. La campagne c'est chiant, et avec de la drogue, c'est toujours aussi chiant. Wasted sur E4. La vie suit son cours dans ce petit village de province anglaise. Morpheus, le geek de la bande, il tient un magasin d'objets un peu bizarre en compagnie de sa sœur Sarah et de Allison dont il est secrètement amoureux. Mais le retour de Ken, son meilleur ami, va changer les choses. Et pour péter ça, quelle meilleure idée que de partir à la recherche d'un légendaire sachet d'ecstasy enterré dans un champ depuis les années 90. Dès le début, on sait que ça va pas être bon. Le réalisateur enchaîne des plans clichés, sûrement un bit parodique, mais sans que cela ne se justifie réellement. Au final, on arrive à limiter la casse. C'est très convenu pour une série avec 4 potes qui s'emmerdent et donc on prend de la drogue, mais ça reste rigolo, ça reste bien original. On va fatalement avoir un dealer qui possède la weed, un bad trip, une quête mystique pour notre nerd afin qu'il puisse s'affirmer et puisse espérer séduire son amour de toujours. Le seul truc sympathique va être Sean Bean qui va parodier le personnage de Game of Thrones. À part ça, si vous voulez une bonne série avec de la drogue, regardez Time Traveling Bong. Il n'y a rien d'autre à faire ou que vous êtes déjà défoncé, pourquoi pas Wasted, mais bon, vous êtes vraiment pas obligé. Cette émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans un mois une nouvelle fois. Le mois d'août elle est encore très pauvre en nouveautés. Mais bon, t'en faites pas, entre temps, on va faire quelques petits shorts. Bonjour chez vous.